À notre émission de la semaine, nous recevons Monsieur Liévin Moudiwa Mbouji Kabeya. Il est actuellement le maire de la ville de Mbuji-Mayi, bourgmestre de la ville de Mbuji-Mayi, la capitale donc du diamant en République démocratique du Congo. Nous parlons avec lui justement de cette ville congolaise, une ville très très importante. Et nous parlons également, évidemment, on parle beaucoup de la Constitution. Nous parlons avec lui justement de ce projet de Constitution en République démocratique du Congo. Il est avec nous donc à Montréal. Nous recevons en deuxième partie, nous sommes allés faire un tour au centre Africa il n'y a pas si longtemps. Nous sommes allés assister à une rencontre où l'objet, le sujet en question, c'était Toro Empowerment. Toro Empowerment. Et nous recevons donc, organisé par Madame Kerline Joseph, PhD, qui est professeure également à l'Université du Québec à Montréal. Personnellement, j'ai été très touché d'assister justement à cette rencontre où l'on parle d'entraide, entre autres. En troisième partie de l'émission, nous recevons Monsieur Lionel Kizaba. Lionel Kizaba, afrofuturisme, afrobeat, électronique, pop, rock, soukous, musique. Nous parlons avec lui bien sûr de sa musique et question de vous garder de bonne humeur. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, c'est un Montréalais, mais il travaille aussi avec l'Afrique. Il contribue aussi au développement d'un grand pays africain qui est la République démocratique du Congo. Nous recevons monsieur Kabeya. Bonjour. Comment ça va? Oui, bonjour Harry, ça va très bien. C'est un honneur, encore une fois, que de vous recevoir. Merci beaucoup. Et je dois vous appeler désormais Monsieur le maire. Merci Monsieur beaucoup. le maire de Mbuji-Mayi. Ok. Et là, vous êtes déjà là depuis quelque temps, n'est-ce pas? Oui, la nomination a eu lieu comme bourgmestre en décembre 2022. Mm-hmm. Et puis cette année, vers le mois d'août, septembre, donc maire adjoint de Mbuji-Mayi. D'abord, je tiens à vous présenter mes félicitations, Merci premièrement, beaucoup. pour cette grande nomination. On va préciser ici Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, c'est dans la province congolaise du Kasaï oriental. Oui, c'est au Kasaï oriental, bien sûr. Et on parle ici d'une province qui regroupe combien de personnes approximativement? Non, ça a à peu près 5 millions d'habitants. 5 millions de personnes. Parce que ma commune, c'est presque 1 850 900 000 habitants. Et vous, donc, vous dirigez donc cette ville qui est la ville de Mbuji-Mayi, cette commune-là, 1 million de personnes, sinon plus. Oui, la commune, maintenant, c'est la mairie, c'est la ville maintenant. Mmh. Mais dites-moi, quels sont les grands défis que vous avez trouvés sur place? Quand je suis arrivé, les défis qu'on avait, c'était les routes. D'abord, je parle de la ville pour le moment, je parle pas de la province. Il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité partout. Les gens pleuraient à tout moment. Mais aujourd'hui, quand vous venez à Mbuji-Mayi, vous trouverez les routes asphaltées, beaucoup de routes qui sont asphaltées, les avenues, les rues. Vous trouverez le lampadaire un peu partout. Nous avons de l'eau. Et qu'il y a beaucoup de changements. Donc il y a eu beaucoup d'infrastructures. Il y a beaucoup de grands ravins qu'on a essayé d'arranger. C'est devenu des routes. Mais les défis restent là. Il y a encore des choses à faire. Dites-moi, ça paraît quand même incroyable pour le commun des mortels qui vous suit actuellement. Nous parlons ici d'un pays qui est indépendant quand même depuis les années 60, depuis le 30 juin 1960. Mm-hmm. Nous parlons d'un pays qui a été dirigé par différents régimes et qui normalement, après l'indépendance, normalement, les Congolais qui accédaient au pouvoir, c'était pour construire ce pays. C'était pour construire les différentes provinces. Et on sait que le colonisateur belge avait déjà construit les routes et autres choses. Alors, comment vous expliquez que vous, à votre arrivée, vous constatez qu'il n'y a pas de route,
Il n'y a rien. Comment vous expliquez cela? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. N'oubliez pas que les Belges avaient fait de Mbuji-Mayi un territoire. C'est en 1960, quand les gens ont quitté Kananga, Kasaï occidental, que Monseigneur Nkongolo et certains dirigeants politiques ont fait de ce territoire une province. Mbuji-Mayi n'était pas une province. On va juste pour qu'on saisisse bien. Il y avait des noms à l'époque, parce que là, on va mêler tout le monde. C'est Mbuji-Mayi dont je vous parle. Là, je vous parle en connaissance des causes. Je suis né là-bas, j'ai quitté là-bas à 18 ans, 19 ans, quand j'ai terminé l'école secondaire. C'est que je vous dis. Et les Belges avaient fait de Mbuji-Mayi un territoire. Imaginez un territoire actuellement. Et que Mbuji-Mayi est devenu province grâce à l'immigration des Balba qui étaient au Kasaï occidental, à Kananga, avec Monseigneur Nkongolo. Et là, quand on parlait de Mbuji-Mayi, quand on parlait de Bakwanga, c'était la Biba. On ne voyait pas autre chose. La Biba qui était minière de Bakwanga. Minière, donc la société minière de Bakwanga. Voilà. D'accord. Mbuji-Mayi, Miba était le symbole. Les restes des quartiers, c'est en 1970 qu'on a urbanisé Mbuji-Mayi avec Ngalula Pandangela, avec Kalonji Moulopwe, et ainsi de suite. C'est ainsi que Mbuji-Mayi est devenu une grande ville et qu'il fait partie de Kasaï oriental. Vous avez parlé de différents régimes qui sont passés. Ces régimes considéraient le Kasaï oriental en général, Mbuji-Mayi en particulier, comme les fiefs de l'opposition. Il fallait tout faire pour anéantir Mbuji-Mayi. Il fallait tout faire pour anéantir le Kasaï oriental. Il fallait tout faire pour anéantir le Grand Kasaï. Parce que c'était considéré comme un fief qui s'opposait au régime. Oui, avec Tshisekedi, tout Moulouba était considéré comme opposant, même si vous n'êtes pas opposant. Et sa province, sa ville natale, était considérée comme la ville des opposants. D'accord. On va juste préciser ici, lorsque vous dites tout Moulouba, pour les Congolais, on se comprend. Pour le Québécois, on ne sait pas. Moulouba, c'est une ethnie congolaise, voilà. Dont vous êtes d'ailleurs vous-même originaire. Donc, voilà les difficultés que le Kasaï oriental a rencontrées, les difficultés que Mbuji-Mayi a rencontrées. Donc, il fallait coûte que coûte anéantir cette ville. Sinon, l'opposition allait prendre de la place. C'est pour cela qu'il y a eu un grand retard en Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, je vous parle, avec le nouveau régime, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, on est en train de construire un aéroport international. Vous avez vu la semaine passée, 2 semaines passées, le président qui était avec Sangani pour inaugurer. Il a inauguré un autre aéroport, Bonkanga, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant, ça sera en Mbuji-Mayi et ça sera opérationnel d'ici 2025. Donc, vous en êtes parmi les instigateurs. Nous travaillons... L'humilité, on n'ose pas le dire. Non, nous travaillons pour la population, pour la République. Dites-moi, vous avez vécu ici quand même pendant des très nombreuses années, une grande partie de votre vie ici, une belle expérience, une très grande expérience. Dites-moi, qu'est-ce que cette expérience humaine, professionnelle, vous a apporté dans l'exercice aujourd'hui de vos fonctions, où vous avez cette chance, cette possibilité de créer, de développer, de participer, de contribuer quelque part au développement, non seulement de votre province, de votre ville, mais également de votre pays? La première des choses que j'ai faites, moi, c'est les changements de mentalité. Pour développer une ville, pour développer une province, pour développer le pays, c'est les changements de mentalité. Moi, comme vous venez de le dire, j'ai passé toute ma jeunesse ici. J'ai travaillé ici, j'ai enseigné, j'ai l'organisme, le centre communautaire. Mais qu'est-ce que je vois? La façon de travailler. Nous avons une culture. Cette culture, il y a des choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Moi, je me suis attaqué aux choses mauvaises dans notre culture. Par exemple, quand on dit que le travail commence à 8 heures, il faut qu'à 8 heures, tout le monde soit au travail. Quand on dit on termine à 16 heures, que tout le monde termine à 16 heures. Et non pas de laisser aller, on vient à 12 heures, à 13 heures, on retourne à la maison. Ça, c'est la première des choses que j'ai faites dans ma commune quand j'étais bourgmestre. Changement de mentalité, d'abord le respect de l'air et le respect de la personne humaine. Vous connaissez la culture Luba,
Vous connaissez comment nos gens qui ont travaillé là-bas, comment ils ont travaillé, c'est dominer les autres. Mais moi, comme vous venez de le dire, humilité, je travaille avec les balayeurs, comme je travaille avec mes directs adjoints. Donc, il n'y a pas de changement, on fait le travail, tout en sachant que c'est moi les boss, d'accord, mais je travaille d'une manière humaine, en respectant les personnes humaines. Inculqué dans le psychisme, dans le mental des Congolais, qu'une personne humaine, il faut le respecter. Et non pas les plus forts par rapport aux plus faibles. Tous nous sommes égaux. On doit travailler de la même façon. Voilà la première chose que j'ai fait, changement de mentalité. Comprendre que payer une taxe, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose qu'on vous force de faire. Quand vous faites un commerce, vous devez payer des taxes. Que les gens s'imprègnent de cette mentalité-là. La taxe, c'est normal, j'ai payé, j'ai fait les bénéfices, donc je dois payer les taxes de l'État. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils préfèrent encore la magouille que de passer par le voie normale. Donc j'ai tout fait, les gens comprennent, petit à petit, et on s'entend. On m'a posé la question si je me suis adapté ailleurs. Non, je me suis dit, je ne veux pas m'adapter ailleurs. Ce sont eux qui vont s'adapter à ma méthode. Donc tout ce qui est bon d'ici, j'ai amené là-bas. Tout ce qui est mauvais d'ici, j'ai gardé. Et aussi ce qui est bon là-bas, j'ai pris. Ce qui est mauvais, j'ai retiré. Tout changement pousse quelque part à un certain nombre de blocages, d'insatisfactions. Les gens sont habitués à une façon d'être, de vivre, de faire. Quand on parle de corruption, ben, les gens ont opté pour la corruption parce qu'ils étaient très mal payés, parce qu'il y avait toutes sortes de situations qui faisaient qu'ils avaient des problèmes chez eux. Madame se plaignait à la maison, il y a ceci en fait payé, il y a cela pas payé. Les salaires entraient très peu et des fois ça n'entrait pas du tout. D'où les gens ont choisi la corruption. Vous, en fait, n'inculquant justement, n'essayant d'inculquer une nouvelle mentalité, avez-vous aussi, en tant que responsable, pensé créer des éléments qui font que la personne, justement, vient à l'heure normale, à l'heure, si vous dites 8 heures, il vient à 8 heures, au lieu de midi, parce que la personne dit, voilà, moi, à midi, même si je viens là à 8 heures, je suis très mal payé, et même mon transport, je suis obligé de marcher, quand j'arrive là, je suis fatigué, et tout ça. Est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions pour parer à cela, pour faire en sorte que la personne d'elle-même soit motivée? Nous avons trouvé des solutions. La première solution, c'est quoi? Je vous ai parlé de la culture, la mentalité. Un voleur, même ici, vous avez vu quelqu'un millionnaire, mais qui va dans les shops, dans un magasin, il vole les mouchoirs à quelque chose d'$1. C'est une maladie, c'est dans sa tête, même ici. Donc, chez nous, là, c'est pas seulement qu'ils sont mal payés, c'est la culture. Ils sont habitués à cela. Ils veulent avoir plus, ils veulent avoir beaucoup. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le peu que nous avons, nous partageons tous. Je sais qu'il faut les transports chaque semaine pour tous les travailleurs. Les peu qu'on a, on a fait pour répartir. C'est la répartition des biens, la répartition des revenus que nous avons fait. Au lieu que je bouffe seul, mais je préfère moi-même me priver pour aider les gens qui travaillent avec moi. Dites-moi, comment ça va pour vous? Est-ce que ça va? Bon, ça va. Oui. Et ça va. Je vais vous emmener vers deux éléments. Premier élément, votre organisme, parce que vous êtes toujours le patron d'une organisation ici. L'autre élément sur lequel j'aimerais vous emmener aussi, ce sont les nombreuses critiques que la diaspora ici émet à l'encontre des changements politiques, à l'encontre du régime comme tel, et plus particulièrement ceux qui ont travaillé, qui ont milité avec vous d'ailleurs, sous la neige, sous le froid à moins 40 degrés. Nombreux se posent la question, comment se fait-il que nous ne sommes pas là, qu'on n'est pas là, on nous a comme oubliés, et d'ailleurs moi-même aussi, d'ailleurs je m'inclus parmi eux. Alors là, je reviens sur ma première question, votre organisme. Qu'est-ce qu'il y en est exactement à Montréal? Ici, le Centre africain de développement et d'entraide n'est pas fermé. Malheureusement, la plupart des gens, les Québécois et consorts, quand on passe Centre africain de développement, et ils voient M. Kabeya. Donc, le centre, nous avons un conseil d'administration, nous avons les membres. Je ne suis qu'un membre, mais qui a commencé à travailler, qui était parmi
créateurs ou bien les instigateurs pour le Centre africain de développement. Nous sommes là, nous donnons le conseil à ceux qui restent. On est toujours en communication. Il y a la communication qui passe très bien. Les centres fonctionnent. D'ailleurs, le 2 novembre, samedi prochain à 13h, nous avons une assemblée générale. Nous allons rendre compte aux membres de ce qu'on a fait pendant l'année 2023-2024. Donc, ils sont les bienvenus pour poser des questions, pour voir si les centres fonctionnent ou pas. Mais les centres fonctionnent. Ok, on va rappeler rapidement à nos téléspectateurs l'objectif même de ce centre. C'est l'encadrement, l'orientation des nouveaux arrivants. Donc, c'était d'abord les Congolais, après c'est les Africains, et là, les membres sont même les Québécois. Et nous sommes les traits d'union entre les gens d'ici et les gens venus d'ailleurs. Parce que nous avons la culture africaine et nous avons la culture québécoise. Donc, nous servons des traits d'union avec les organismes d'ici et les organismes et les membres venus d'ailleurs. Les traits de référence et l'encadrement des nouveaux arrivants. Maintenant, je vais revenir aux critiques, avant de vous parler évidemment de la Constitution, mais je reviens sur les critiques comme telles. Quelle est votre réponse par rapport à ces critiques, puisque vous êtes vous-même, je dirais même l'instigateur de ce grand parti ici même à Montréal? Je sais que nous sommes parmi les présidents fédéraux de l'IDPS, ceux qui ont dirigé le Canada. Donc l'UDPS, c'est donc l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est le parti dont... Nous avons dirigé à Montréal, nous avons dirigé le Canada en général. Mais qu'on n'oublie pas que l'IDPS, c'est un mouvement, c'est un parti de masse. Nous sommes nombreux. Donc on s'est dit que moi j'ai l'expérience, mais il y en a d'autres aussi qui ont l'expérience comme nous. C'est ainsi qu'il est très difficile au président de la République de prendre seulement les gens du Québec ou du Canada. Donc, il a les gens du monde entier. Il était secrétaire général chargé de l'extérieur de l'IDPS. Il a sillonné le monde entier et il y a beaucoup de gens. Sauf bien sûr le Canada. Sauf le Canada. Non, le Canada est toujours là. On ne l'a pas encore vu. On les verra bientôt. Et le président n'a pas oublié le Canada. Le président sait très bien que c'est le Canada, c'est Montréal, qui a lancé que le président de la République soit le président de l'IDPS. Nous étions tous sur Amherst, en fait de la Radio-Canada. Le président était là et nous tous on était gênés parce que tous les Congolais étaient là. Les modérateurs, pour vous dire que je n'ai pas oublié, c'est François, Maître François. Lui, on lui avait dit de ne pas dire que le président sera président de l'IDPS et président du Congo. Mais dans son émotion, il avait sorti ses secrets devant tout le monde. On a applaudi, mais on s'est gêné pour les autres Congolais qui étaient sur place, parce qu'à l'époque, on travaillait ensemble avec les autres partis politiques. Oui. Le président n'a pas oublié que Montréal, Québec, Canada a beaucoup fait dans la lutte pour qu'on arrive là où nous sommes. Papa Étienne disait même qu'il ferait du Congo un Canada. Quand il est venu au Canada, il a dit, nous étions à Saint-Pierre, en fait, de la Radio-Canada, quand il a parlé, il a vanté le Canada, il a vanté tout ce qu'on a fait, et le Canada était parmi, la Fédération du Canada était la première des fédérations à l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, ailleurs, l'IDPS, ça ne marchait pas, même au Congo, ça ne marchait pas. Nous avons sillonné avec M. Tchibouyi un peu partout en Europe pour redynamiser l'IDPS. Donc, je pense que le président le sait, mais il a beaucoup de choses à faire. Je profite de votre question aussi, Henri Nkaka, un grand journaliste ici. Oh là. Le président vous a reçu, il le sait. Je pense qu'il va penser au cerveau. Merci infiniment. Papa Kabeya, une autre question. Nombreux, vous le savez, s'interrogent dans l'actualité. Quand nous suivons l'actualité en République démocratique du Congo, un sujet qui revient de plus en plus, la Constitution. Un sujet qui porte à l'interrogation. Quel est votre point de vue par rapport, je le dis clairement, on souhaite changer la Constitution. On considère que cette Constitution a été fabriquée à l'étranger et non pas pour en fait les Congolais. Quelle est votre réponse par rapport à cela? Merci pour cette question, très pertinente d'ailleurs.
Un vrai Congolais ne peut pas se poser une question sur le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, cette Constitution a été... ce sont les belligérants, ce sont les étrangers, quand vous voyez tous les noms de tous ceux qui sont là-bas, ceux qui ont fait cette Constitution, c'est les étrangers en majorité. Les Congolais sont minimes, et parmi ces minimes Congolais sont encore les Congolais douteux. On doute de leur origine en général. Je vous donne un exemple. On parle de 500 députés, mais on paye 513. Les gens ont dit que Kamera a volé l'argent, et ainsi de suite. Mais les 13 là, c'est quoi? C'est les anciens. Comme il y a le système, président à vie, député à vie, et ces gens-là sont payés. Les gens qui ne font rien pour la République, qui ne font rien pour le pays, et sont payés parce que dans la Constitution, c'est prévu qu'ils doivent être payés. Vous voyez que, ne fût-ce que ce petit exemple, quand on parle le peuple souffre, le peuple n'a pas d'argent, il ne mange pas à sa faim, mais il y a les gens qui sont assis, qui touchent des millions de francs. Donc pourquoi ne pas changer ce genre de choses? Donc pour moi, mon point de vue, qu'on touche à cette Constitution, parce que c'est la population qui doit parler de leur Constitution et non pas les étrangers qui parlent au nom de la population. Donc mon point de vue est très clair, je suis pour. Déjà le président de la République l'a annoncé à Kisangani, donc on ne peut pas aller contre ce qu'il a dit. Papa Kabeya, je dois vous dire déjà merci, c'est pratiquement la fin de cette interview. Je vous laisse avec le mot de la fin. Avez-vous un message précis à transmettre au grand public qui nous suit actuellement? D'abord, je remercie votre public parce que nous avons commencé cette émission depuis longtemps et je suis très content que ça continue à exister. Vous-même, félicitations beaucoup. Merci. Et des gens de Mbuji-Mayi, je vous salue. Je suis en bonne santé. Bientôt, nous allons nous voir. Merci beaucoup. Papa Kabeya, encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup, Harry. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.